va attaquer cette journée avec une première conférence qui nous concerne tous, les facteurs de prévention du bien vieillir. Bien vieillir, c'est important. Et on a pour cela un interlocuteur de choix, le docteur Christiane Vanier. Bonjour madame, merci. Vous êtes directrice du Centre de prévention Bien vieillir, Agirc-Arcos, Auvergne-Rhône-Alpes, et vous êtes basée à Lyon. Alors, est-ce que le micro fonctionne? On parle de Auvergne-Rhône-Alpes. Allez-y, madame Vanier. Allô, allô? Oui, voilà. Non, pas que. On est localisé effectivement sur Lyon, mais j'ai un autre centre sur Bourg-les-Valences. Et donc, on couvre un large territoire qui est 5 départements. Donc, le Rhône, l'Ain, la Loire, la Drôme et l'Ardèche. Donc, vous voyez que c'est assez étendu. Donc, effectivement, on est sur le bien vieillir. Alors, est-ce que c'est possible aujourd'hui, en 2021, de bien vieillir? Oui, bien sûr. Alors, vous allez nous expliquer comment? Voilà, tout à fait. Alors, je vous cède la parole, madame Vanier. Merci à vous. Alors, peut-être passer mon diaporama. Voilà. Donc, on va parler effectivement des facteurs de prévention du bien vieillir. Allez-y. Ah, j'ai la télécommande. Vous pouvez commander vous-même, voilà. Oui. Super. Voilà. Alors, déjà, peut-être refaire un point sur l'évolution du vieillissement dans notre pays. Et on voit bien que depuis les années 1950 jusqu'à nos jours, on a vraiment progressé au niveau de l'espérance de vie en moyenne, puisqu'on arrive maintenant à des âges quand même assez avancés. En moyenne, pour une femme, c'est 85 ans. Pour un homme, c'est à peu près 80 ans. Donc, on voit qu'on vieillit bien dans notre pays. Sauf que si on regarde le deuxième diagramme, on voit bien que l'espérance de vie en bonne santé, sans incapacité, là, on se retrouve avec des âges qui sont quand même jeunes, puisque vous voyez, c'est 64 ans et demi, 63 ans et demi pour les hommes et les femmes. Donc, vous voyez qu'on vit en moyenne une vingtaine d'années avec quand même des incapacités. Donc, ça veut dire que sans doute, il y a des choses à faire pour essayer de vivre bien, longtemps, mais en bonne forme. Alors, le bien vieillir, c'est une approche globale et positive de la santé. Il s'agit évidemment de renforcer ce qu'on appelle les compétences des personnes. C'est-à-dire qu'on va le voir, c'est à nous quand même de faire les efforts. Parce qu'on sait qu'on doit être cet acteur de notre santé. C'est à nous que revient finalement l'enjeu du bien vieillir. Alors, les personnes de 60 ans et plus, dans les années qui vont venir, eh bien, elles vont, vous voyez, on fait des projections et on pense qu'il y aura un tiers de la population quand même dans les années 40 qui auront 60 ans et plus. Donc, ça fait beaucoup de monde. Et aujourd'hui, si vous voulez, comme vous l'avez vu sur le diagramme, les deux diagrammes, ce qui compte, c'est peut-être pas forcément d'allonger encore l'espérance de vie, parce qu'à un moment donné, bon, ça se ralentit quand même, mais surtout d'allonger cette espérance de vie en bonne santé. Et pour ça, c'est ce qu'on va voir un petit peu maintenant. Alors, la santé, il faut bien se dire que la santé, c'est quelque chose de multidimensionnel. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte à la fois la santé physique, psychique, sociale. Donc, tout ça fait qu'on peut être en bonne santé ou en moins bonne santé. Donc, c'est important d'avoir cette notion-là. Et puis après, on va se poser la question de l'hérédité. Parce qu'on peut tous se dire, oui, moi, j'ai pas de chance, j'ai une hérédité qui fait que... Alors, toutes les études ont montré qu'en fait, l'hérédité, finalement, c'était pas tant que ça. Et voyez sur le diagramme que je vous ai mis, ça représente même pas 20%. L'hérédité, on a des déterminants de santé qui sont évidemment le système médical dans lequel on vit. C'est vrai qu'on est un pays où on a quand même un système médical intéressant. D'autres pays, en fonction par exemple de l'arrivée d'un SAMU qui peut mettre 5 minutes ou 20 minutes, eh bien c'est vrai que ça peut déterminer un certain nombre de choses sur notre espérance de vie. L'environnement également compte aussi pour, voyez, 20%. Et puis surtout, c'est notre mode de vie. Vous voyez, pour la moitié finalement de notre santé, de notre bonne santé, c'est lié à nos modes de vie. Donc finalement, c'est nous qui sommes acteurs de cette santé. Donc ça, c'est très important. Et même quand on regarde, on a des scientifiques qui recherchent un petit peu au niveau de nos gènes, comment ça se passe. C'est une science qui s'appelle l'épigénétique. Eh bien, on voit bien que
même là, on peut agir sur notre hérédité. C'est-à-dire qu'en fonction de nos comportements de santé, hein, si on fait attention à notre alimentation, à ne pas trop fumer, même pas fumer, boire modérément, etc., eh bien, on va pouvoir faire en sorte que nos gènes s'expriment ou pas. Je vous prends l'exemple du diabète. Hein, on peut effectivement avoir des parents diabétiques. Eh bien, c'est un peu compliqué peut-être se dire on a un risque effectivement un peu plus important. Par contre, si on met en place, on fait attention à son activité physique, son alimentation, eh bien, peut-être qu'on n'aura jamais de diabète. Ou si on en a un, il arrivera sans doute plus tard. Donc, de toute façon, on est acteur de notre santé et même sur notre génétique. Pareil, au niveau des trajectoires de vie, beaucoup d'études ont montré que, évidemment, il y a des gens qui vieillissent très bien, d'autres normalement, on va dire, et d'autres arrivent à ce qu'on appelle une trajectoire de fragilité. Eh bien, là encore, on sait maintenant qu'à partir du moment où on est sur une trajectoire, on peut tout à fait revenir à une meilleure trajectoire. C'est réversible. Hein. Mais encore une fois, c'est à nous de faire les efforts. Hein. Par contre, quand on est dans cette ligne rouge de dépendance, là, par contre, vous voyez qu'il n'y a pas possibilité de revenir en arrière. Donc, tout l'enjeu, finalement, c'est d'essayer de ne pas aller vers la dépendance, bien évidemment. Alors, évidemment, facteur chance, facteur malchance, on peut toujours le dire, mais est-ce qu'on n'a pas non plus, la plupart du temps, nous, on peut influencer cette chance ou cette malchance, hein. Je dirais la vaccination, dans ces temps de Covid, on le sait tous, on influence évidemment le risque. Hein. Si on se vaccine, eh bien, le risque de prendre la maladie et surtout d'avoir des conséquences graves sont très faibles. Donc c'est important. Donc vous voyez que là encore, c'est nous qui sommes acteurs de cette santé. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, c'est quoi ces facteurs de prévention? Alors, nous, dans notre centre de prévention, on travaille beaucoup sur tous ces facteurs de prévention, hein, qui sont, alors vous voyez, un petit peu de médecine quand même. Hein. Quand tout va bien, il faut quand même penser médecine. Ensuite, on a le bien manger, le bien bouger, évacuer son stress le plus possible, bien dormir, renforcer les liens sociaux, c'est excessivement important, stimuler sa mémoire, et puis résister à ce qu'on appelle l'agisme. Alors voilà un petit peu les recettes, si on voulait, du bien vieillir. Alors on va les reprendre un petit peu tranquillement. Donc vous voyez que la médecine, elle a montré que effectivement le soin c'est très important, mais prévenir, mettre en place de la prévention, c'est aussi quelque chose de très important. Et on sait que pour prévenir certains cancers, prévenir l'évolution, etc., il faut les dépister tôt. Et donc c'est pour ça qu'ont été mis en place un certain nombre de dépistages organisés, notamment pour les femmes, au niveau du sein, au niveau du col utérin, pour les hommes et les femmes au niveau de l'intestin, donc c'est le dépistage par hémoculte. On conseille également de faire une prise de sang aussi annuelle avec son médecin traitant. Si on n'a pas de maladie chronique, c'est bien d'aller le voir tous les ans. Et puis, vous voyez, on parle vaccination, bien sûr. On parle également dépistage du cancer de la prostate pour les hommes. Et puis, participer, si vous voulez, aux journées de dépistage qui sont organisées de façon... tous les ans, presque tous les mois, il y a des dépistages. Eh bien, c'est important aussi. Et puis, vous voyez qu'on a également des structures qui s'occupent d'alcool, de tabac. Donc, pas utiliser tous ces outils pour, évidemment, éviter un certain nombre de maladies. Le médecin traitant, c'est aussi quelque chose, c'est important d'aller voir son médecin traitant, même si on n'a rien de particulier, mais là encore, c'est la prévention, parce qu'il vous prendra votre tension artérielle, il vous pèsera, il suivra vos ordonnances, etc. Et puis, il pourra vous proposer également une approche un peu globale de votre santé. N'oublions pas tout ce qui est les yeux, les oreilles, les dents. Tout ça, c'est hyper important parce qu'en vieillissant, eh bien, on se rend compte que c'est très important de conserver tout ça. Et là encore, des suivis réguliers, tous les 2 ans, en principe, c'est très bien. Alors, bien bouger. Pourquoi bien bouger? Vous l'avez vu que c'est très important parce que c'est pareil, les études ont montré que quand vous bougez ne serait-ce qu'un quart d'heure par jour, eh bien, vous diminuez votre risque de mortalité de
alors attendez, que je ne me trompe pas, oui, de à peu près 15%. Hein. Donc c'est important de travailler, de bouger tous les jours un petit peu. On n'est pas sur de l'activité sportive type sport, hein, de compétition. On est sur quelque chose de régulier tous les jours. Par exemple, la marche, c'est très bien, hein, de la marche un petit peu rapide. C'est quelque chose de très important puisque ça va vous protéger, vous voyez, d'un certain nombre d'essais quand même. Et puis, on sait aussi que dès qu'on augmente ce temps, hein, vous voyez que la mortalité diminue de 4% toutes les 15 minutes supplémentaires d'activité physique quotidienne. Donc, on a tous intérêt à penser, à bouger, hein, tous les jours. Par contre, évidemment, quand on prend de l'âge, eh bien, on peut avoir certaines incapacités. Là encore, essayons de respecter son corps. Hein. L'idée, ce n'est pas de se faire mal, hein, mais c'est quand même de penser malgré tout à bouger. On sait que les personnes qui ont de l'arthrose, eh bien, elles ont intérêt à bouger en dehors des crises de douleur. Hein. Alors, c'est quoi bouger pour être en bonne forme? Eh bien, vous voyez, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui préconise 30 minutes par jour. Alors, ça peut paraître pas tellement, mais c'est vrai que c'est quotidien. Hein. L'important, ce n'est pas de le faire une fois de temps en temps, 2 heures. Non, c'est quotidiennement de bouger. Alors, ça peut être faire du jardinage, du ménage. Hein. Ça aussi, c'est de l'activité, hein, physique. Ça peut être marcher, bien évidemment. Ça peut être utiliser un petit peu son cœur tous les jours, hein, le faire bouger aussi, lui. Ça le protège. Et puis, vous voyez, on insiste aussi sur tout ce qui est renforcement musculaire. Parce qu'on sait qu'à partir de 30 ans, nous perdons tous du muscle. Donc, si on perd du muscle, ben, faut essayer de l'entretenir. Donc, 10 minutes par jour de petits exercices de musculation, si vous voulez, c'est important. Donc, voilà, le bien bouger, pensez-y. Hein, on est tous amenés à se forcer parfois un petit peu, mais c'est important. Alors, le bien manger. Hein, souvent, le bien manger, ça vient avec le bien bouger. Alors, on le sait, il y a des recommandations nationales, puisque c'est aussi une préoccupation de nos instances supérieures, puisqu'on sait très bien maintenant que beaucoup de choses beaucoup de maladies peuvent avoir des liens avec l'alimentation, hein, que ce soit les cancers, par exemple. Donc, l'alimentation, c'est important. Alors, vous voyez que les recommandations 2019-2023, c'est le plan national nutrition santé que vous pouvez trouver très facilement. Il y a un site qui s'appelle Manger Bouger. Je vous incite à y aller et vous verrez que vous aurez plein de recommandations. Hein, mais vous voyez, il faut essayer de réduire tout ce qui est un peu gras, un peu sucré. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est que l'alimentation, ça évolue. Hein, effectivement, avec les études qu'on va faire, on va parfois prendre connaissance de certains risques. Par exemple, la viande rouge, quand on mange trop de viande rouge, eh bien, on sait maintenant qu'on a plus de risques de cancer du côlon, hein, par exemple. Mais il y a plein de choses comme ça qui sont importantes, évidemment, à connaître. Et puis, surtout, je crois qu'il faut manger varié, équilibré, essayer de faire le plus possible sa cuisine. Hein. Voilà, les aliments bruts. Ensuite, le sommeil. On a dit que c'était important de bien dormir. Bien dormir, ce n'est pas toujours évident. Il faut en parler à son médecin traitant quand on a des troubles du sommeil, hein, parce que le médecin traitant fera un diagnostic pour voir s'il y a une cause à ce trouble du sommeil. Parfois, et souvent, c'est essentiellement un peu de stress, un peu d'anxiété, et puis parce qu'on oublie un petit peu qu'il y a une hygiène aussi du sommeil et il y a des rythmes, hein, dans le sommeil, il faut être dans le noir, il faut éviter certains aliments ou boissons qui sont un peu excitantes comme le café, le thé, etc. Il faut essayer de privilégier évidemment un repas léger. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'hygiène du sommeil. Hein. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'hygiène de vie, hein, qui est le fait de bouger la journée, de prendre de la lumière la journée, et bien d'autant plus, vous dormirez mieux la nuit. Hein. S'exposer à la lumière. Et puis, vous avez le stress, hein, on l'a dit, le stress, ça fait partie de notre vie. Hein. Si on n'avait pas de stress, on ne vivrait pas, donc ça fait partie de notre vie, mais il faut arriver à le gérer. Trop de stress peut être également très délétère pour la santé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre, c'est pareil, il faut un petit peu réfléchir à sa vie, comment on la vit, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'être moins dans le stress. Alors, l'activité physique, encore une fois, c'est quelque chose de bénéfique pour ne pas être stressé.
Par contre, certains vous diront, non, moi j'ai besoin plutôt d'évacuer peut-être par la respiration, hein, par d'autres techniques hein, qui sont plus favorables pour moi pour gérer mon stress. Donc évidemment, c'est très bien. Il faut se connaître, il faut savoir quelle est la technique qui vous convient le mieux pour évacuer ce stress. Ça peut être aussi avec l'aide d'un professionnel, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est important. Et puis, évidemment, le cerveau, notre cerveau, c'est important d'essayer le plus possible de le conserver. Pour ça, eh bien, on retrouve évidemment une bonne alimentation, le bien bouger, la diminution du stress, l'activité physique, tout ça, c'est des éléments qui vont nous aider pour conserver une bonne mémoire. Le sommeil, c'est hyper important également hein, pour la mémoire. Et puis, quelque chose qu'on n'a peut-être pas... on n'y pense pas forcément, c'est les oreilles et la vue. C'est deux sens qui sont très importants pour la mémoire. Donc quand on prend de l'âge, souvent évidemment, on perd un petit peu en vision et en audition. Ne pas hésiter évidemment à se faire soigner et à porter des lunettes ou des appareils, hein, bien évidemment. Ensuite, les liens sociaux. J'insisterai sur les liens sociaux parce que pendant cette crise sanitaire, on l'a vu, hein, le lien social, c'est essentiel. Hein. Donc, favorisons le lien social, parlons, ça améliore notre mémoire aussi d'être avec des gens, etc. Et voyez que les études ont montré qu'effectivement, le lien social était très important pour vivre plus longtemps. Hein. Les études ont montré qu'il y avait plus de risques de décès si on avait un sentiment de solitude. Hein. Donc, important de conserver ce lien social. Et puis, le dernier point, c'est l'agisme. Alors, qu'est-ce que l'agisme ? Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ce nom. On va terminer sur cette thématique. L'agisme, c'est toutes les représentations négatives qu'on a de l'âge. Eh bien, figurez-vous que ça retentit à la fois immédiatement sur vous et sur le long terme. Et voyez que immédiatement, vous allez vous sentir déjà plus âgé, mentalement, physiquement. Vous allez même être plus sensible au stress, moins être apte à répondre à des demandes complexes, moins sentiment d'efficacité. Tout ça, c'est parce que vous avez ce sentiment que vous êtes moins bien, moins bon qu'un plus jeune. Et puis sur le long terme, eh bien, vous voyez, c'est quand même le résultat qui est à prendre en compte, hein, c'est que finalement, une espérance de vie moindre de 7 ans et demi. Ça, c'est les différentes études que je vous ai mis en bas de la slide. Et vous voyez que c'est quand même important. Hein. Ce sentiment qu'on a que finalement vieillir, c'est quelque chose de négatif, ça finalement, c'est pas bon pour notre santé. Donc, changeons les choses, voyons positif, hein, essayons de vivre, disons, dans le moment présent et surtout d'apprécier tout ce qui se passe actuellement dans notre vie. Et ça, dans nos centres, Agir Carco, c'est un petit peu ce qu'on essaye d'inculquer à toutes les personnes qui viennent nous voir, de réfléchir ensemble à ce qu'on peut mettre en place pour améliorer hein, son quotidien. Voilà. Merci beaucoup, Dr Vanier. Rejoignez-moi. Justement, vous venez de parler des centres. Comment ça se passe pour avoir un rendez-vous ? Alors, c'est les instituts de retraite complémentaires Agir Carco hein, qui vont inviter leurs bénéficiaires. Ou vous êtes Agir Carco, vous pouvez tout à fait prendre un rendez-vous directement sur notre site centredeprévention.com. C'est pris en charge par les instituts de retraite complémentaires. Donc, vous avez droit. Alors, si votre épouse ou votre conjoint est également Agir Carco, si l'un des deux est Agir Carco, bien, vous pouvez tous les deux faire ce bilan de prévention. Et donc, vous voyez à ce moment-là un médecin pendant 1 heure, un psychologue pendant 1 heure. Et on a vraiment cette approche globale, médico-psychosociale de la santé. Oui. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, j'imagine qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui ont des questions à poser. On a une jeune femme, là, avec un micro, qui va pouvoir vous passer le micro si vous avez des questions. C'est le moment, c'est un temps qui est pour vous. Alors, pendant que vous réfléchissez, vous faites signe à la jeune femme si vous avez une question. Moi, j'en ai plusieurs, Madame Vanier. Vous disiez qu'à partir de 30 ans, donc on perd déjà du muscle. Alors, à partir de quel âge il faut vraiment prendre tous les conseils que vous venez de donner ? Ah mais dès qu'on peut. Tout de suite. Tout de suite, bien évidemment. Hein. Plus on est jeune, plus on commence jeune, mieux c'est. Hein. On le sait maintenant. Hein. C'est vrai que pendant longtemps, la médecine a été uniquement une médecine de soins.
heureusement, depuis quelques années, on a bien compris qu'il fallait commencer le plus jeune possible, mais dès l'école, apprendre à bien manger, à bouger, c'est très important. Mais par contre, ce qui est aussi important à comprendre, c'est qu'à tout âge, vous pouvez reprendre une activité physique. Vous avez des personnes de 80 ans, on va diagnostiquer ce qu'on appelle une sarcopénie, c'est-à-dire une baisse, une fonte musculaire, et de ce fait, un risque plus important de tomber. Eh bien, dès lors que vous faites du renforcement musculaire, même à 80 ans, ben, vous avez comment dire, dans plus de 50% des cas, vous retrouvez du muscle. Donc c'est important à tout âge. Alors, vous parliez également du stress tout à l'heure et puis des liens sociaux. Ça m'a beaucoup interrogée parce qu'il y a des études qui montrent qu'on vieillit mieux à deux. Est-ce que c'est vrai? Oui, sans doute. Oui, sans doute. Après, il ne faut pas généraliser non plus, hein, parce qu'on est quand même dans une société de plus en plus où on peut vivre seul, mais vivre seul ne veut pas dire qu'on n'a pas de liens sociaux. Hein. Donc je pense qu'il faut toujours se dire que c'est à nous de faire les efforts d'aller vers l'autre, hein, parce que c'est important pour bien vieillir. Le confinement nous a permis de comprendre cela, parce que c'était peut-être, bon, évidemment on le comprenait, mais on l'a mis vraiment en exergue, comme quoi c'était important de parler, d'être avec les autres, de pouvoir... moi, je sais personnellement que j'ai dans ma famille une personne de 100 ans, et ça a été pour elle très difficile, parce qu'elle avait perdu ses aides, elle les voyait 5 minutes, alors qu'avant, c'était un moment justement de convivialité. Hein. Donc, important. Donc, bien vieillir, c'est aussi, vous nous l'aviez dit, une activité quotidienne. Mais alors, si on ne le fait pas tous les jours et quand même 2 heures de marche par semaine, ça marche quand même un peu? Alors, c'est un peu insuffisant, quoi. Hein, c'est un peu insuffisant. Il faut trouver le temps. Oui, il faut trouver le temps, mais encore une fois, ce temps... comment dire, soit vous êtes en activité professionnelle, alors c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais on peut toujours s'aménager. Par exemple, vous allez au travail, au lieu de prendre la voiture, vous prenez les transports en commun, vous marchez, vous arrêtez un arrêt avant, par exemple. Ça peut se faire comme ça. Profitez du télétravail aussi pour vous. Peut-être, certaines personnes m'avaient dit, moi, je me mets 1 heure pour faire mon activité physique dans mon planning. Après, quand on est là, à la retraite, là, on n'a plus comme le côté temps. Il faut vraiment s'organiser pour avoir ce moment où on pense à soi, finalement. Hein. C'est un moment pour soi où on prend... En plus, ça fait du bien hein, au niveau psychique. Les gens se sentent mieux après avoir fait un petit peu d'activité. Donc non, on peut le prendre. Il faut le prendre. Il faut prendre le temps. Allez, on a une question. Monsieur, je vous en prie. Je suis médecin retraité et là donc je me permets de vous soulever le problème des cartes de COS sociale. Parce que déjà dans mon activité, il y a de nombreuses années, il y a un abus de cartes de sécurité sociale qui ne sont pas à point. Hein. Et j'ai appris récemment qu'il y a beaucoup de personnes, à juste titre, qui veulent passer leur retraite dans leur pays d'origine ou des choses comme ça. Et il paraît qu'il y a plus de 100 000 personnes qui touchent la retraite ayant plus de 100 ans dans certains pays. Donc je pense qu'avec les données actuelles de l'informatique, je pense qu'il faut remettre un peu les choses au point. Je ne pourrais pas intervenir sur votre... voilà, je ne sais pas. C'est sûr qu'il y aura de plus en plus de centenaires, hein, mais bon. Donc, il faut adapter notre vie et notre... comment dire, il doit y avoir des choses qui doivent se créer, soit des aides à domicile plus importantes, soit des structures. C'est vrai qu'il y a une réorganisation. Hein, mais justement, docteur Vanier, repartir dans son pays d'origine pour passer sa retraite, c'est une bonne idée ou pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, je ne sais pas si on se sent, si on a envie. Alors après, se déraciner, soit on a gardé des liens très forts et tout va bien, mais revenir à un endroit où on n'a plus d'amis, etc., oui, ça peut être compliqué. Et on a parlé des réseaux, justement. Voilà, le lien est important. On a une autre question? Oui, madame. Alors moi, je voulais poser une question sur l'agisme, que vous avez brièvement décrit, que je ne connaissais pas. Et si j'ai bien compris, c'est le fait de se sentir vieillir, de se sentir diminuer.
Or, c'est une chose qu'on... Non, c'est pas ça. C'est avoir des représentations négatives de l'âge. Hein, parce qu'on peut se sentir vieux avant l'âge, quoi, finalement. Oui, mais avoir des représentations pour les autres. Hein, que l'âge, finalement, c'est quoi l'âge? C'est devenir plus lent, avoir moins de capacité, etc. Et si on n'a que des visions comme ça, eh bien, c'est vrai que ça peut retentir sur soi. Il y a eu des études qui ont été faites. On mettait deux groupes, un de seniors et un de jeunes, et on leur demandait de faire des exercices de mathématiques ou je ne sais pas quoi. Bon, la première fois, on leur dit pas que chacun va faire cet exercice-là. Donc, ils font leur exercice, et puis après, on recommence en disant aux seniors, on va demander aussi aux jeunes de faire la même chose. Eh bien, on s'aperçoit que les résultats, ils sont bien moins bons. Parce que là, ils se sont dit, oulala, on va être comparé à des jeunes, là, on ne va pas réussir. Vous voyez, ça, déjà, ça vous donne tout de suite l'impression qu'on va être moins bon. Mais en fait, ça s'impose à nous, parce que lorsque on voudrait bien faire encore des tas de choses, mais on voit qu'on récupère moins, qu'on a moins de capacité, on fatigue, etc. Et forcément, on se dit, je suis peut-être un peu trop vieux. Alors, bien sûr, l'âge... Comment lutter comment lutter? Il n'y a pas de miracle, mais disons que avec l'âge, c'est vrai que les capacités diminuent, sauf que si vous les entretenez, réellement, vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Les gens qui font des randonnées régulièrement, ils ont toujours leurs muscles, donc ils vont pouvoir continuer à faire de l'activité physique. C'est vrai que si vous ne bougez pas, vous aurez du mal à vous lever, par exemple. Vous serez très vite parce qu'on n'utilise pas ses muscles. La mémoire, c'est pareil. La mémoire, avec l'âge, elle évolue. C'est-à-dire qu'on n'a pas la mémoire, effectivement, la même mémoire à 20 ans qu'à 60 ans. Par contre, on sait également que plus on la sollicite, plus on crée des réseaux neuronaux, plus on va activer un certain nombre de choses et mieux ça sera. Hein. Donc, je ne sais pas comment vous dire. Après, les centenaires, il y a eu des études aussi qui ont montré que les centenaires, pourquoi elles arrivaient aussi à 100 ans, je dis elles parce qu'il y a quand même plus de femmes, c'est parce qu'elles avaient un caractère positif. Hein, si vous voulez, le côté positif du caractère, voir les choses positivement, être dans le présent et le futur, pas trop dans le passé, s'intéresser aux autres. Donc voilà, tout ça, ça fait partie des choses qui nous permettent de mieux vieillir. Mais c'est vrai que l'âge est inéluctable. Hein. Allez, on a une autre question, la dame là, juste là. Alors, on vous rassure, on désinfecte le micro à chaque passage. Bravo, Alice. Bonjour, je voulais vous remercier, vous êtes très agréable à écouter. Je suis infirmière libérale depuis 41 ans et je voulais vous demander justement par rapport au lien social, j'ai l'impression que quand même il y a 40 ans, il n'y avait pas tant de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et je me demandais si l'ennui ne favorise pas l'arrivée d'un syndrome dépressif où justement l'Alzheimer va s'engouffrer. J'ai par exemple des personnes, on parlait des gens seuls, mais il y a des gens en couple, des femmes qui s'ennuient, leurs enfants sont élevés, ou leurs enfants, parce qu'on a maintenant des personnes qui ont 50 ans, qui ont la maladie d'Alzheimer, qui ont leurs enfants qui partent dans un lycée ou d'un collège un peu loin, qui ont un mari j'ai l'exemple d'un agriculteur qui part sur son tracteur faire ce qu'il a à faire, et finalement elles se sentent inutiles, cette impression d'inutilité. J'ai aussi des femmes qui s'ennuient avec leur mari qui est parfois plus âgé et qui se contentent du petit train-train, manger, dormir. Et j'ai aussi des hommes qui, à la retraite, la première année, ils font plein de choses, ils s'occupent de leur maison et patatrac, 2 ans après, pareil, voilà. Donc, je voulais avoir une confirmation parce que je me dis quand même, il y a 40 ans, je ne voyais pas tous ces gens et j'arrive à faire le diagnostic quand même avant qu'il soit posé. Alors, est-ce que l'ennui peut être une cause? Bien sûr, comme vous le dites très justement, ce sont des personnes effectivement qui n'ont pas... Il faudrait sans doute qu'elles trouvent des activités qui créent du lien social et des activités qui stimulent en fait leur cerveau, qui les amènent à avoir une autre perception de la vie aussi.
Alors, le fait qu'il y ait plus d'Alzheimer, c'est peut-être aussi parce que on vieillit plus, hein, donc avec l'âge, il y a quand même plus de risques. Oui, mais il y a beaucoup de jeunes on déclare la maladie très jeune, quelquefois. Oui, mais je crois que vous avez raison. Il faut garder à l'esprit que, encore une fois, c'est soi, hein, à faire les efforts. Hein. C'est-à-dire que c'est pas aux voisins, aux parents, à l'époux, l'épouse. Hein, c'est à soi-même de se donner l'envie et l'énergie de bouger, de continuer à être avec les autres, à faire des activités, etc. C'est pour ça que la période de la retraite, c'est souvent une période un peu difficile et qu'on fait des stages, nous, de retraite versant santé pour apprendre aux gens, effectivement, que c'est une période un petit peu sensible qui peut être déstabilisante pour les uns ou les autres, hein, parce qu'il faut se retrouver des points d'intérêt, il faut se retrouver des envies, et parfois, ce n'est pas toujours évident, hein, parce qu'il peut y avoir aussi des conflits dans le couple, etc., des choses. Et puis, les enfants partent, hein, le nid est vide. Donc, c'est vrai que c'est des périodes un peu compliquées, mais encore une fois, on passe tous par là, hein, donc déjà, et puis c'est à soi, hein, je ne sais pas... Donc ça se prépare finalement. Ça se prépare. Hein, on anticipe, il faut anticiper. Oui. Alors on a une autre question et ce sera dans les dernières questions. Bonjour mesdames, moi ce que je voulais vous demander, c'est que mis à part les facteurs que vous avez évoqués, les méthodes, il y a le problème de la génétique qui entre quand même dans le vieillissement. Et que pensez-vous de cela? Est-ce qu'on peut y remédier avant qu'il y ait les dégâts ou les subir, quoi? Alors, merci. Oui, alors la génétique, effectivement, c'est ce que j'ai dit au départ, si vous voulez, c'est que même la génétique, on peut agir dessus, hein, par son comportement de santé. Hein. Le fait de ne pas fumer, par exemple, de ne pas boire trop d'alcool, ça va, si on a des gènes qui nous prédisposent quand même au cancer du poumon, au cancer du foie, parce qu'on a une sensibilité plus forte. Si on boit jamais, si on fume jamais, on n'aura jamais de problème. C'est vrai que si on fait un peu d'excès, là, la génétique va s'exprimer. Hein. Donc, on peut agir sur l'expression ou non des gènes. Après, évidemment, dans 15-16% des cas, vous avez quand même la génétique, hein, bien évidemment, qui fait que vous risquez, par exemple, d'avoir plus de douleurs que d'autres, donc des limitations pour bouger, etc. Oui. On n'a pas encore trouvé, dans les années à venir, si vous voulez, il y aura sans doute des diagnostics génétiques, hein, qui seront faits, seulement si on a aussi des outils pour soigner, parce que c'est bien beau de dépister, de dire vous avez un risque de telle sorte, si on n'a pas les traitements ad hoc, je veux dire, c'est un petit peu dommage, mais à un moment donné, j'espère, hein, qu'on aura cette capacité pour certaines pathologies de dépister très tôt et de pouvoir agir très tôt au niveau génétique. Pour l'instant, c'est pas encore là, mais voilà. Merci beaucoup, Dr Vanier. Il va être temps de conclure parce que vous savez que toute la journée vont s'enchaîner des conférences. Alors moi, je retiendrai qu'une chose, c'est manger mieux, bouger, muscler vos jambes et votre cerveau. On est bien d'accord. Entretenez des liens amicaux. Alors c'est vrai que pour les gens seuls, il y a plein d'associations, hein, aujourd'hui qui accueillent des bénévoles d'ailleurs aussi. Donc vous pouvez être actif aussi dans ces associations. En tout cas, déjà la démarche de venir à ces conférences de la santé, moi je pense que vous êtes sur la bonne voie. Et comme a dit le docteur Vanier, c'est réversible. Hein, on est bien d'accord. Donc là, on va sortir d'ici en se disant on va prendre des bonnes habitudes. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention.